Épisode 25, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravara. Je parcours le monde à bord de mon van, guidé par les murmures du hasard, et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie, que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Bienvenue dans cet épisode spécial où nous plongeons ensemble dans les récits inspirants de transformation et de résilience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. Sandrine Bureau et Laurent Richier, qui viennent partager avec nous leur incroyable parcours et leurs réflexions autour de leur livre commun, La viande ou la vie. Un livre engagé qui invite à repenser nos choix alimentaires, notre lien à la nature et aux animaux, mais aussi notre connexion à nous-mêmes. Sandrine, naturopathe, a traversé un chemin de guérison qui l'a menée à réinventer sa vie après un burn-out et une errance médicale. Laurent, quant à lui, a passé 25 ans dans le milieu de la boucherie avant de se reconnecter à ses convictions profondes et de devenir un fervent défenseur du respect de la vie sous toutes ses formes. Ensemble, ils allient leurs forces pour sensibiliser, informer et inspirer. Préparez-vous à une conversation qui ouvre les consciences, mêlant émotion, prise de position et surtout beaucoup d'humanité. Bonne écoute. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Sandrine Bureau et Laurent Richier qui viennent nous parler de leur dernier livre ensemble. En fait, c'est le premier livre ensemble qui est La viande ou la vie. Je disais le premier livre ensemble parce que le premier livre, c'était La viande et si vous saviez, et c'était Laurent qui avait œuvré à ce moment-là tout seul, si je comprends bien. Alice. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. J'aimerais un peu revenir sur sur votre parcours dans un premier temps, qui vous êtes réellement. Donc rapidement pour Laurent, donc vous avez travaillé 25 ans dans la boucherie, ouais, j'ai travaillé 25 ans dans la boucherie, en fait. Travaillé un peu partout, c'est-à-dire dans les abattoirs. Je travaillais en abattoir, j'ai travaillé comme boucher des osseurs, par heure, bien évidemment. J'étais boucher dans les usines, et puis aussi à la vente. Je travaille beaucoup dans les grandes et moyennes distributions. Et en fait, voilà, c'est un parcours, c'est un métier que je voulais pas faire, ce que je disais tout le temps. C'est un métier qui était, je voulais absolument pas faire parce que bon, déjà, j'adorais les animaux dès mon plus jeune âge, hein, mais bon, mes notes étaient tellement catastrophiques à l'école que à l'époque, fallait avoir un métier. Mon père, bien évidemment, concevait pas d'avoir un train de savate, quelqu'un qui malheureusement, n'aura pas de diplôme dans sa vie, qui va galérer, donc il a insisté pour que je trouve un travail. Et je suis parti un peu à la recherche de celui-ci. J'aurais pu être boulanger, j'aurais pu être menuisier, j'aurais pu être et malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'était certainement la plus grande catastrophe de ma vie. C'est que voilà, je me suis retrouvé dans une usine de boucherie où on m'a pris comme apprenti, quoi. Et j'ai démarré ma carrière de boucher comme ça. Alors que c'est incroyable parce que euh, c'est ce que je disais toujours à Sandrine d'ailleurs. C'est en fait le truc, c'est que mon père m'emmenait beaucoup promener dans les bois, dans la nature. J'adore la nature. Il adorait le vivre également la nature, les animaux. Et en fait, euh, bizarrement, même à l'âge là, je me voyais pas, je veux dire, découper un animal. Et en fait, c'était contre vents et marées, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'est passé et en fait, la vie a continué, mais c'est c'est un malheur finalement. Ce que j'ai vécu dès mon plus jeune âge, c'est un malheur, c'est un traumatisme, mais il fallait travailler. Voilà. Oui, oui, c'est le cas de beaucoup de personnes en fait. Donc oui, donc on peut comprendre. Voilà. Puis à l'époque, il y avait pas. À l'époque, bon, il y avait le boulot, le chômage commençait à arriver. Il y avait pas tant de boulot de ça.
dans les années 80. Et en fait, ou alors on faisait des études et on avait un métier, je veux dire, voilà, correspondant à ce qu'on a fait, ou alors on était manuel et voilà quoi. Mais ça s'arrêtait là. Mais il n'y avait pas. En fait, je suis tombé là-dedans. Ouais, c'est un grand regret, énorme, énorme. Ok, merci beaucoup. Et vous, Sandrine? En, Oui, oui. En résumé, parce que je sais que c'est... en résumé. En résumé, ben moi j'ai été commerciale pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où effectivement, à force de faire un peu n'importe quoi, eh bien j'ai fait un burn-out, on va dire en 2012. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. C'est vrai que j'étais aussi en errance médicale. Donc à 35 ans, en gros, j'étais condamnée à prendre des médicaments toute ma vie, de la cortisone, la morphine. Personne n'avait vraiment de solution pour moi. Personne, aucun spécialiste, rien. Voilà, il avait juste ça à me proposer. Et au bout d'un moment, c'est vrai que mon corps a lâché. Ouais, donc j'ai fini en burn-out entre la vie professionnelle, la vie personnelle, ça a été le clash. Et à partir de là, ouais, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. J'avais déjà un petit peu fait quelques recherches, mais pas plus que ça. Et cette autre chose a commencé par des soins énergétiques, notamment, qui m'ont énormément aidée, puisque ça m'a permis d'évacuer beaucoup de choses émotionnelles aussi que j'avais en moi. Et puis de fil en aiguille, quand on commence à rentrer, on va dire, dans ce milieu-là, eh bien, c'est un effet domino. Et j'en suis arrivée à la naturopathie, qui réellement, on en parlait encore tout à l'heure, m'a sauvé la vie, clairement. En tout cas, toutes ces approches autres m'ont clairement sauvé la vie. Et moi qui étais condamnée, en un an, en 6 mois, un an, tous mes problèmes de santé ont disparu. Donc évidemment, en changeant d'alimentation, en regardant un petit peu ce qui allait pas en moi émotionnellement, tout ça, enfin tout ce qu'on fait quand on fait un peu de travail intérieur. Et euh, et puis je me suis dit, c'est quand même formidable ce qui m'arrive. Et je peux pas garder ça pour moi, parce que c'est vrai qu'à la base, la formation de naturo, je m'étais dit oui, je veux aussi faire ça parce que il y a tellement de gens qui sont dans le désespoir qui croient que tout ce qui leur arrive est une fatalité. Eh bien non, 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 c'est pas vrai. Il y a pas de fatalité. Et moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Et oui, entre autres, ça aussi, ça m'a sauvé la vie, clairement. Et, euh, et voilà. Donc, ça fait maintenant depuis 2017 que j'exerce comme naturopathe. Et en 2020, en octobre 2020, j'ai créé mon web magazine Eau Nature, parce que je voyais qu'on était en crise du Covid, tout ça, et il y avait beaucoup de gens qui parlaient des petits producteurs locaux, tout ça. Il y a eu un espèce d'effet à la mode là-dessus. Mais je me suis dit, mais pourquoi parler d'eux qu'à ce moment-là? Mais c'est eux qu'on doit mettre en avant, parce que c'est eux qui sont dans le vrai et c'est eux qui vont nous nourrir aussi dans le futur. Hein. Faut pas compter sur autre chose. Donc, et m'a pris l'idée effectivement de créer ce web magazine pour mettre en avant des gens qui œuvrent pour la vie, qui œuvrent dans le sens de la vie surtout, qui œuvrent pour les animaux. Alors donc, il y a des paysans, il y a des acteurs locaux, il y a des personnalités engagées, il y a des médecins, il y a des artistes, tous ces gens-là qui mettent en avant le beau et la vie avec un grand V. Et il s'appelle Eau Nature, c'est ça? Aux nature. Ouais, c'est ça. Donc on le trouve, je mettrai le lien pour que les gens le trouvent. Parce que vous l'offrez quelque part gratuitement, on fait des C'est dons, c'est ça. ça? Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et aux nature, c'est un petit clin d'œil à la naturo. Et c'est vrai que souvent, quand je vais dans la nature, j'ai beaucoup d'inspiration qui me vient. Et cette inspiration m'est venue en étant dans la nature. Et je me suis dit, bah ouais, je suis naturo et j'ai envie de rendre hommage à la nature. Et je vais mettre le haut devant et ça va faire eau nature, ça va être célébration de la vie et célébration de la nature. Une ode à la nature. Ah, C'est ouais. bon ça. Voilà. Oui, une ode à la nature, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je marque aussi en descriptif. Ouais. C'est bien résumé, hein. C'est très bien Le résumé. haut, Ouais. le haut nature, la ode à la nature, c'est très bien résumé. Ouais. Non, bien joué. Oui. Et quelle était votre rencontre? Comment ça s'est C'était à travers une interview que vous avez faite avec C'est Laurent? ça. Ok. Voilà, donc moi c'était en novembre 2022, hein. Ouais, En novembre 2022, sur mes publications Facebook, tout ça, je le vois qui apparaît. Alors il était dans une interview
avec Jean-Marc Morandini. Alors, c'est rigolo parce qu'on en parle souvent. Ce n'est pas du tout quelqu'un que je regarde habituellement, où j'ai jamais de fil d'actualité de Jean-Marc Morandini ou quoi qui m'apparaît. Et là, eh ben si, ça l'a fait. Et je l'ai écouté et ouais, son discours m'a interpellée, mais j'ai vu au-delà de ce qu'il disait. C'est-à-dire la personnalité qu'il est, et tout en fait m'a interpellée. Et je me suis dit, il faut que je le contacte parce qu'évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur en plus. Et donc, je me suis dit, il faut que je le contacte, il faut que je fasse une interview avec lui pour mon magazine. Et ça a commencé comme ça. Et donc, ça fait 2 ans qu'on se connaît. C'était Oui, ce que je dis, moi, c'est quand moi j'ai voulu vraiment proposer à Sandrine de coécrire ce deuxième ouvrage parce que j'ai senti en elle quelqu'un mais tellement de humaine, c'est quelqu'un qui est, je veux dire, en parfaite alliance avec la nature et les animaux. Et en fait, elle sait anticiper les choses. Et quand elle m'a interviewé, je le dis aujourd'hui, tu vas être le premier à le savoir, d'ailleurs, dans le premier interview qu'on fait justement pour ce deuxième ouvrage. C'est-à-dire que quand elle m'a interviewé, c'est-à-dire j'ai trouvé, on va dire alors c'est pas une journaliste, mais si une journaliste, une naturopathe, j'ai trouvé quelqu'un complètement différent. C'est-à-dire parce que elle a su, je veux dire, deviner ce que mon âme, je veux dire, pensait, ce que mon moi intérieur pensait. Et Sandrine est la seule, d'ailleurs avec Pascal Pro, hein, quand je suis passé à l'heure des pros, ce sont les 2 seules personnes qui ont su me parler de ma jeunesse avant de parler de mon combat. Parce que mon combat, il vient aussi de ma jeunesse. Oui, tout Et est elle a su détecter oui, oui. tous ces traumatismes. Elle a su détecter tous ces traumatismes et toutes ces choses qu'on parlait au début quand je me suis présenté. Voilà. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est la seule, finalement, aujourd'hui, à avoir détecté Qui tu es peut-être. voilà qui je suis, quoi. Voilà. Et ça m'a fait L'essence de énormément plaisir. Laurent. Voilà, Et voilà. c'est ça. Voilà. Et après, Exactement. après, c'est ce que je dis. Après, on a, et après, on est resté en contact. Et puis le projet a mûri ensemble. Et c'est vrai qu'après, et là où l'histoire est belle, où il y a plein de coïncidences dans notre rencontre, mais celle t'en parlera, elle sera mieux en parler. Il y a plein de coïncidences. Le jour où je lui propose, Ah oui. Et on en parle dans le livre d'ailleurs. ouais, C'est vrai que les animaux ont toujours eu une importance capitale pour moi dans ma vie, à beaucoup de niveaux. Et c'était le 16 juillet 2023, donc l'année dernière, où j'ai perdu un de mes chevaux. J'avais perdu le premier en mars. Ils étaient très liés tous les deux. C'était vraiment des chevaux très fusionnels. Et j'avais perdu donc Jet au mois de mars et Destroy, c'était un cheval qui avait 32 ans et on se connaissait depuis 30 ans. Et Destroy est parti. Et donc ce jour-là, j'étais évidemment pas très bien. Et Laurent m'envoie un message en me demandant si je voulais participer à l'écriture de son deuxième livre. Donc j'ai trouvé le message assez fort. Et je commence d'ailleurs le livre avec cette anecdote, mais qui n'est pas vraiment une anecdote, mais qui est un pilier, on va dire quand même fondateur du livre, parce que ouais, les chevaux c'est des animaux tellement intelligents, tellement connectés que, enfin, Laurent aussi, il en parle sur certaines choses qui se passent dans les abattoirs, les tueries qu'il y a dans les abattoirs, et il n'y a pas que des cochons, des vaches, il y a aussi des chevaux. Et je pense que c'était un message fort, ouais. C'est un message fort, là, qui a été envoyé ce jour-là. Ouais, une synchronicité, oui, c'était pile. Ouais. Et puis il y en avait plusieurs, hein. C'est un déroulé fantastique. Mm. Tout, comme si c'était aligné et que tout devait se passer tel quel, ouais. C'est même pas comme si c'est comme ça. C'est Pas vraiment le choix, en comme fait. ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, vous y allez, maintenant, t'y vas. Mais avant ça, je vais peut-être revenir sur le premier livre. Et quel a
été le déclencheur? Comment ça s'est passé, cette écriture de ce premier livre, Laurent? Bon, t'en as déjà parlé, je sais beaucoup, mais c'était pour aussi pour les auditeurs. Ouais. Bah, tout simplement, c'est parce que le déclencheur de l'écriture de ce premier livre, c'est déjà, j'ai fait ce métier-là par dépit. C'est-à-dire que je ne voulais pas être boucher. Je partais au boulot le matin, je veux dire, avec euh, des bouées aux pieds. Ouais. Voilà, parce que je ne concevais pas faire de mal à un animal. Euh, et le truc, c'est que, alors le gros déclencheur, ça a été que j'ai travaillé dans des magasins, dans la grande distribution, dernier, hein, grande et moyenne distribution. Et en fait, j'étais boucher intérimaire. Donc, j'ai fait plusieurs enseignes, dont trois qui sont absolument, mais catastrophiques. Et en fait, j'ai eu des supérieurs hiérarchiques qui, eux, me faisaient faire de la remballe. C'est-à-dire de la remballe, c'est-à-dire des merguez, de la viande avariée, avec on allait me dégrossir le truc. Par exemple, un jour, je dois faire des chipolatas. Euh, il y a mon chef, il me dit, bah tiens, on va prendre la caisse dans le frigo. La caisse, je reviens de la caisse des pieds de veau et tout. Ça sointait à fond, mais à fond, quoi. Ça puait même, hein. Et ça trempait dans le sang, dans un sang qui était visqueux, quoi, et tout. Et il a fallu le broyer. Et je vais pas broyer ça quand même. Je lui dis, je vais quand même pas broyer ça. Les gens, ils vont mourir, quoi. Ils vont attraper une merde. Et là, il y a le sous-chef, hein, il y avait le chef et euh, donc qui vient, pour le nommer, je peux le dire, on me dit, il vient, il me dit comme ça, il regarde là, il me dit, attends, tu broies ça va pas, non, et il faut ça à la poubelle. Donc, dans le bac à suivre, quoi. Et c'est le chef qui va le rechercher dans la poubelle pour le rebroyer. Et donc, mais alors, il y a eu, alors, mais ça, ce n'est vraiment, 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 et j'espère que tu as lu le livre, mais c'est vraiment un petit peu, je veux dire, de ce qui s'est passé. Mais jusqu'au jour où là, je suis dans un magasin. Et là, à ce moment-là, juste avant, j'avais fait de la chair à saucisse. Sauf que la chair à saucisse, j'avais fait de la viande, mais alors, qui était périmée depuis 3, 4 semaines, quoi, qui traîne au frigo. Enfin, c'est un truc de fou. Et le truc, c'est que je fais la chair, tout. Et là, ça a commencé comme ça. Il y a le papa qui vient avec sa fille, tout ça et tout. Et il demande, voilà, si la chair était bonne, qu'il avait acheté de la chair et tout. Nanana. Et donc, il dit, parce que ma femme a attrapé des Escherichia coli. Donc, elle est à l'hôpital. Mais le problème, c'est que moi, je savais ce que j'avais fait. Puisqu'il y avait des gens qui m'avaient ramené cette chair avec des asticots dedans. C'est un truc fou. Et là, je suis tombé dans un burn-out total. J'ai dit, ce n'est plus possible. C'est plus possible et tout. Et c'était le déclencheur de ce livre. Et j'ai dit, Andy, t'es le premier à qui je le dis, c'est son vrai prénom. C'est lui, parce que il est bouché, c'est son choix, mais à la limite, il était honnête. Il a mis ça à la poubelle. Sauf que le chef a été les chercher et l'a remis sur le broyeur en disant, tu me broies ça. Et alors c'est apocalyptique. Et quand ça a été vraiment le déclencheur, donc j'ai commencé à écrire, à bafouiller un truc. J'ai cherché un éditeur. C'est vrai que les éditeurs, il y en a beaucoup quand on s'attaque au lobby de la viande, ils ont très peur, très très peur donc. Et je suis tombé sur VA Édition, sur Camille et sur Hubert, hein, qui est directeur à l'époque, qui était directeur de VA Édition. Et j'ai emmené un peu toute ma vie, mais qui était voilà, c'était le boucher qui écrivait. Oui. Donc il a fallu après, je veux dire, remettre tout en voilà. Et ça s'est fait Véridiction, comme ils ça. font quoi généralement en fait? C'est quels sont leurs La ligne éditoriale de VA, la ligne éditoriale? Est-ce que oui. et quand même, hein, ils ont, moi je trouve, des auteurs qui tapent fort dans beaucoup de sujets. Dans beaucoup de sujets, ils ont vraiment une chouette ligne éditoriale et je suis pas surprise qu'ils aient pris ton premier, enfin, qu'ils aient pris nos livres. Oui, mais C'est peut-être pas vraiment, parfait. Oui. vraiment des gens, ouais, ouais, qui osent publier des auteurs.
très, très intéressant et qui dénonce pas mal de choses. Mmh. C'est bien d'en parler parce qu'ils sont pas très nombreux, je crois. On voit pas. Ils sont Ouais. pas très nombreux, oui. Ouais. Ouais, ils sont pas très nombreux, c'est dommage parce que Oui. c'est vraiment dommage parce que ça fera avancer vraiment les choses. Et parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un énorme problème. Enfin, on en parlera peut-être après, mais il y a un énorme problème dans l'agroalimentaire, notamment dans la viande, dans tout ce qu'on mange aujourd'hui, Ouais. Ouais. avec les animaux qui sont piqués aux antibiotiques à tout va, les maladies qui sont dans les cheptels, dans toutes les fermes, et en fait, qu'on étouffe. Tout le monde étouffe tout ça, et personne ne veut voir. Et donc, pour moi, c'est le rôle d'un éditeur. C'est le rôle d'un éditeur à faire savoir au public Oui. qu'il y a un gros problème. C'est le rôle d'un éditeur, c'est aussi le rôle que devraient avoir les journalistes, les médias, tous, parce que sinon ils sont fautifs quelque part de pas parler de ça. Oui, parce qu'il y a eu quelques reportages, mais c'est très, oui, il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus mis en avant. Laurent Mmh. parle d'un média, je crois. Mmh. Et celui-ci, oui, c'est comme, il y a des intérêts derrière, donc c'est beaucoup plus compliqué. Justement, oui, comment ça s'est passé avec les médias, c'est ça qui m'intéressait aussi, dans le sens, les retours. Déjà, comment ça s'est passé sur les plateaux, et après les retours que vous avez eus, parce que je sais pas si on se tutoie vous, la force. On tire dessus, ce sera Ouais. comme ça. Bah oui, ah ouais. Non, mais des retours, j'ai eu des beaux retours. Je veux dire, ils ont joué le jeu. Jean-Marc Morandini est végétarien, déjà. Donc, on est dans le même trip. Euh, Pour moi, c'est un mec bien, c'est un mec, voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé chez Pascal Pro, c'est bien passé chez Hanouna, malgré, voilà, Hanouna, je passais 2 fois, mais il y a une fois Verdez, un peu attaqué. Sur mon passé, parce que lui, j'ai toujours voulu m'échapper de ce métier-là. Donc, j'ai essayé de faire plein de choses, de l'animation de radio, même de la télévision. Oui, c'est pas une tare d'avoir fait de la télévision, de m'être échappé allez, quelques années de ce métier-là, que je ne voulais jamais faire, mais j'aurais voulu continuer dans cette voie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Mais complètement, ouais. malheureusement, les portes se sont fermées. Donc, il y a un moment donné, il faut gagner sa vie. Et après, j'ai certainement été mal aiguillé. On en parle souvent, j'ai été mal aiguillé. Et donc, ça m'a ramené dans ce métier morbide. Mais je pense que tous les médias vraiment l'ont compris. Mais là où, alors surtout, Sandrine, quand elle a compris, je veux dire, ma jeunesse. Parce que non, mais c'est important ce que je dis. Je vais remettre Mais le il y lien de a, la vidéo voilà. ouais, parce que c'est Ouais, intéressant. il y a un truc qui m'a, c'est une parenthèse parce qu'il y a des médias, ils disaient comme ça, il y en a qui me disaient, non, c'est pas possible. Et c'est pas possible, jusque là, le livre, voilà, on lit, je disais, M6, M6 décide de m'appeler dans l'émission 66 minutes, ouais. Et ils disent, voilà, Laurent, on a envie de faire un reportage, on aimerait bien aller en caméra cachée, est-ce que tu connais des magasins? Je dis, il y en a plein des magasins. Il y en a plein des magasins qui font la remballe. Il n'y a pas besoin de... Tous le font. Tous le font pratiquement. Elle me dit, OK, voilà, elle trouve le magasin. C'est passé dans le 66 minutes. C'est une catastrophe. Elle arrive en caméra cachée dans un magasin dans le Nord. Ce qui se passe, c'est que les gars, ils en rigolent, les bouchers, de mettre de la merde dans les saucisses et de mettre de la merde dans les rayons. Ils en rigolent. On voit les images en caméra cachée, la viande est noire, la viande est dégueulasse, elle est périmée. Le gars, il le dit encore devant la caméra. Elle me téléphone quand elle avait elle a passé 3 jours dans le magasin. Au bout du 3e jour, elle me téléphone, je dis alors, c'est de la fiction ou quoi, viande, et si vous saviez, elle me dit, non. Elle me dit, malheureusement, ce que j'ai vu, c'est encore pire. Donc, il y a bien l'alerte rouge. Et aujourd'hui, mon livre n'a pas fait changer tellement les choses. Parce que j'ai des collègues encore, enfin des collègues, des anciens gars, des copains, j'ai travaillé avec eux, comme Boucher, qui me disent, mais Laurent, arrête, rien n'a changé, on fait de la merde. Donc, finalement, voilà quoi.
mais Complètement soutenus, mais, déshumanisé, complètement mais coupé tiens, des bien sûr. émotions. Ouais, ouais. Mais voilà, quoi, c'est... Vas-y, Non, non. vas-y. Parce que, Je sais pas si Jean-Baptiste a une question ou par rapport à ça. L'idée, non, ils sont complètement coupés de leurs émotions, de leur cœur, en Voilà. fait. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. À force, tu te blindes, en fait. Ouais, c'est assez. Et les autres personnes, oui, ceux qui achètent, c'est qu'ils veulent pas voir, en fait. Ils sont dans oui, il y a une sorte de voile d'illusion. Ouais. Mm. voilà. Mm. Voilà, bien joué, Jean-Baptiste. Bien C'est joué. exactement ça, c'est le voile de l'illusion, oui. Mm. Complètement ça. Et c'est très entretenu justement par toutes ces industries, par la grande distribution, qui font du marketing mensonger, qui coupent encore plus les gens de la réalité. Parce que dans leur marketing, leur label, leur petit cochon qui gambade et qui est heureux, tout ça, c'est du faux et Ouais, du archi faux. ouais. Donc, c'est entretenu. Alors, faut faire attention, effectivement, de ne pas se tromper de cible. Et le consommateur, il peut être très facilement dupé. Et si effectivement il ne va pas plus loin sur le sujet ou qu'il s'intéresse pas plus, bon, bah pour lui c'est bon. Allez, le petit cochon, il a été élevé tranquillement dans son truc et puis tout va bien et puis je vais manger du jambon. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est effectivement c'est une illusion. Et ça j'en parle aussi dans le livre, c'est que c'est la société dans laquelle on est, non seulement elle envoie de l'illusion, mais elle envoie de l'abstrait. À partir du moment où on amène des gens dans un abattoir, où on va leur montrer, on va leur dire, vous voyez comment ça se passe? Là, je pense qu'il y aurait j'aurais peut-être 99% des personnes qui partiraient en courant ou qui ne mangeraient plus jamais de viande. C'est vers ça qu'il De faut Paul aller. McCartney qui disait, oui, si les murs des abattoirs étaient Voilà. invisibles, plus personne, tout le monde deviendrait végétarien, oui. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très important de mettre la lumière là-dessus. Oui, parce qu'il y a eu des reportages, il y a eu quelle est Oui. l'association en France qui a... Alors évidemment, il y a L214 qui fait un travail remarquable, mais souvent, les gens disent ouais, mais c'est dans un abattoir par-ci, par-là, allez, c'est pas si grave, et puis ici et là. Sauf que c'est faux. C'est dans tous les abattoirs que ça se passe comme ça. Dans tous les abattoirs. Laurent, t'as connu, moi j'ai interviewé Jean-Luc aussi, qui a été contrôleur dans les abattoirs pendant des années, et il a vu des massacres et des tueries quotidiennement. Et il n'y a pas de bon abattage d'animal. C'est faux, ça n'existe pas. C'est archi faux. Et d'ailleurs, c'était hier ou avant-hier qu'il y a eu un scandale encore dans l'abattoir de Maurienne, en Savoie, où L214 a averti et pour voir qu'ils n'ont même pas diffusé les images, tellement c'est insoutenable. Donc là, l'abattoir, il a été fermé provisoirement, mais il faut bien que les gens comprennent que c'est partout pareil. Et c'est pas des cas isolés. Ce que L214 montre, ce ne sont pas des cas isolés. C'est partout comme ça. Hmm. Ouais. Et c'est là-dessus il faut vraiment informer. Il faut même aller plus loin que l'information. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut aller dans l'émotion quelque part, reconnecter les gens à leur sensibilité, mais leur vraie sensibilité. Pas rester en surface. C'est là qu'il faut aller. Et c'est comme ça que ça va changer. C'est pas autrement. Ouais, parce que sinon, bah oui, on arrive à des burn-out, ce que tu as vécu. Aussi, oui, je Voilà. sais. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui ouais, sont complètement déconnectés. Donc c'est ça qui Et- est compliqué en fait après de revenir. Oui. Et il y a un point aussi Alors, qui, oui, ouais, vas-y. non. Il y a un point aussi qui est souvent oublié, c'est la détresse des gens qui travaillent dans les abattoirs. Parce qu'on parle de la maltraitance animale, mais attention, les gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est du très lourd. Et eux aussi, ils sont complètement coupés. Bien sûr, ils sont complètement coupés de leur sensibilité, ils sont complètement coupés De émotionnellement. de leur qualité. Ils sont obligés de boire pour la plupart, ou de prendre des trucs pour faire leur travail. Et ça, c'est juste inadmissible. Ah, ouais. Et toi, Ah, c'est, t'as vécu ça aussi, Laurent, toi, t'as utilisé des substances, des choses pour pouvoir, ça peut être moi, je des promenais médicaments, hein. Ouais. beaucoup d'anxiolytiques. Oui, c'est ça, ouais. D'anxiolytiques, de Lexomil, enfin, pour les sauter, voilà, tout. Et à un moment donné, je voulais même en finir, je veux dire, c'est con, mais je voulais en finir parce que, parce que tout allait mal dans ma vie, finalement.
Et j'avais envie voilà, de quitter la scène, on va dire, de, de quitter, ma vie parce que ouais, c'est ça le burn-out, c'est ça parce que non seulement j'avais l'impression de faire du mal aux gens, d'accord, et et je disais, je faisais du mal aux animaux, donc je faisais du mal aux animaux et aux gens. Et en fait, tout se mélangeait dans ma tête, quoi. Et d'ailleurs, il y a une émission qui s'appelle, là aussi, tu seras le premier à le savoir, mais je m'en fous, je le dis. J'étais passé sur RTL dans l'émission du matin, je sais plus comment ça s'appelle, l'émission du matin sur RTL Radio. C'était le boucher Mastier déclare la guerre à la Ramballe. Voilà. Et là, on m'a dit, il vaut mieux que tu restes anonyme parce que si on te reconnaît et tout, bah je t'invite. J'invite les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, franchement, à taper sur Internet le boucher Mastier déclare la guerre à la Ramballe. Il y a eu une page dans le Parisien. Il y a deux bouchers, deux copains à moi qui parlent et qui acquiescent mes dires. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après le premier livre, et certainement après le deuxième ouvrage qu'on a fait, le truc, c'est que mes anciens collègues bouchers acquiescent mes dires. On le voit sous une vidéo que j'ai faite, qui a été vue plus de 330 000 fois. Si vous faites VA édition et vous allez voir la vidéo, elle a été vue 330 000 fois. Il y a plein de bouchers qui disent oui, Laurent dit la vérité. Donc, il y a bien un problème. Donc, ce qu'on veut avec Sandrine, c'est non seulement sauver les animaux, parce qu'il y en a marre de ces tueries. J'ai travaillé en abattoir. Je l'ai écrit dans le livre. J'ai vu un cheval qui pleurait, qui était dans le couloir de la mort. On le sent je l'ai vu. J'ai vu des choses apocalyptiques. Mais non seulement il faut sauver les animaux, mais il faut sauver la vie. Il faut sauver aussi l'humain. Parce que l'humain est en danger. C'est qu'en prenant une fourchette, en la piquant dans un morceau de viande, il se met en danger. Et ça, on peut en parler. Ça, c'est dû à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, on le voit d'ailleurs dans le deuxième livre. Tu l'écris aussi. Voilà quoi. Voilà. Mais ouais. Ouais, on parlait d'énergie, de vibration. Là, au niveau de ce qu'on mange, au niveau vibratoire, ça doit être quelque chose, quoi. Ouais. Ça, tu peux peut-être Ah en oui, parler, c'est. Sandrine. Ouais, oui, évidemment. Aujourd'hui, manger ou pas de la viande est un acte déterminant, un acte de responsabilité. Et j'ai envie de dire le premier acte de responsabilité ce qu'on pourrait appeler un véritable humain. Parce que il y a tout ce qui se passe avant de manger de la viande et tout ce qui se passe après. Donc le avant, on a parlé, c'est la maltraitance, c'est les élevages intensifs, c'est les abattages, c'est tout ça, la détresse humaine et animale. Et il y a le après, c'est-à-dire une fois qu'on a mangé, bah, effectivement, ce poison, comment est-ce qu'on se sent, comment on peut vivre avec ça, comment on peut vivre avec une conscience, je dirais éclairée, en, en, s- en cautionnant quelque part cette détresse et ces massacres. Donc effectivement, que si tu m'amènes sur le plan vibratoire ou énergétique, là, on est très très bas. On est très très bas. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est amené à disparaître quand même. Ça va disparaître parce que c'est plus tenable, c'est plus vivable. Et il y a cette question qui est de sens aussi, qui est très importante. Oui, Donc, clairement. Laurent en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu n'as plus de sens dans ce que tu fais, effectivement, tu as envie de te foutre en l'air. Hein. C'est humain. Si tu trouves plus de sens. Aujourd'hui, je suis pas sûre que travailler dans un abattoir, ça ait beaucoup de sens, que de manger de la viande, ça ait beaucoup de sens. Donc, oui, il y a clairement une perte de sens chez beaucoup de gens qui peuvent à un moment donné fermer les yeux là-dessus, mais ça va rattraper. Toujours, ça rattrapera. Alors, il vaut mieux que ça rattrape avant de rendre son dernier souffle, hein, je pense. Donc, si on peut le faire avant, c'est mieux. Mais cette question de sens, elle est vraiment très importante. Donner Toi, du sens à sa vie,
Ouais, C'est, oui, c'est l'essentiel quelque part. Ouais, ouais, redonner du sens, en effet, parce qu'on est, ouais, je parlais de déshumaniser, mais il y a vraiment ça, en fait. Il y a vraiment cette déconnexion et qui nous donne ouais, quelque chose où il n'y a plus ouais, de substance, en fait, dans notre ouais, vie. ouais, c'est vide, c'est Ouais. ça. La substance, c'est vide. Ouais. Ouais. Mm. Oui, pour parler un peu de moi, parce que oui, ça me touche par rapport à ce que vous dites. Moi, ça a été vraiment dans l'enfance où bah, mon père chassait, lui. Et on mangeait la viande, c'est pas matin, midi et soir, mais au moins, oui, au déjeuner, au dîner. Et je sentais, enfant, qu'il y avait quelque chose qui était pas juste. Et à chaque fois qu'il partait à la chasse, je pleurais, je me mettais en colère. Et il a été obligé d'arrêter de chasser, tellement je me mettais dans des états pas possibles. Mm. Et à un moment donné, j'ai dit, je peux plus manger de viande. C'était à 16, 17 ans. Mm. La viande souvent finissait, c'était le chien qui finissait. Parce que il y avait un truc je comprenais pas trop, mais oui, qui me brisait le cœur, en fait, sans, oui, j'ai un peu, d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, oui, j'ai eu des petits problèmes de dents avant de, c'est pour ça qu'on a un petit peu retardé l'interview. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était en train oui, qui est remonté de cette enfance-là, en fait, parce que j'en ai jamais vraiment parlé, en fait. Voilà, je suis végétarien depuis je sais pas combien de temps. Les gens savent, mais j'en parle pas plus que ça, en fait. Oui, j'embête pas les gens. Je sais qu'en Angleterre, il y a, enfin, tout est, il y a beaucoup de lieux où, enfin, quasiment tous les restaurants, les pubs, il y a toujours une partie végétarienne. Et c'est vrai que j'ai plus de mal à trouver en France, quand je m'éloigne un peu des grandes villes, c'est très compliqué, en fait. Donc, il y a encore beaucoup. Ah ouais, ouais. Je confirme. Et alors, oui, comme tu dis, euh, moi ici, je suis en Limousin. Alors, je sais pas si tu connais, si Les les personnes limousins, qui oui. écoutent, Oui. c'est un peu le Limousin. Mais alors là, on peut dire qu'on est en pleine terre d'élevage. Et alors, attention, hein, l'agriculture, le machin et tout, c'est très, très puissant ici. Et c'est vrai que nous, quand on veut aller manger quelque part ou quoi, c'est les incontournables, c'est là, le machin, les tripes, le truc, la bavette, enfin voilà. Et pour trouver quelque chose de végétal ou de végétarien, il doit y en avoir deux sur Limoges. Enfin, il y a un moment, oui, c'est compliqué. Et c'est dommage parce que les gens passent à côté de choses très intéressantes à la fois au niveau nutritif, mais aussi au niveau gustatif. Et souvent, moi, j'ai des gens en naturo, ils me disent, ah ouais, mais moi, j'aime bien le goût de la viande, j'aime bien ci et là. Mais en fait, c'est un faux. Votre cerveau, il n'est pas dans le juste là. C'est pas le goût de la viande, on peut pas le trouver bon. C'est pas possible. C'est qu'il y a eu un conditionnement derrière qui a fait que. C'est tout Ouais. ça. C'est juste ça. Ouais. Et le conditionnement aussi, il a été dans le genre, ouais, les végans, les végétariens, ils bouffent des graines, c'est dégueulasse, leur machin. Enfin, il y a eu tout ça aussi. Donc, il y a vraiment ces deux aspects où maintenant, il faut aller et leur montrer, non, non, c'est complètement faux. Ça marche à l'envers. Et ce Ce qu'on qu'on vous a raconté, c'est le monde à fait l'envers. quand je vais dans certains restos, je dis je suis végétarien, ils me disent vous voulez des feuilles de salade et une carotte. C'est tout. Voilà. Enfin, le cliché encore en 2024, c'est dramatique. Je dis, oui, c'est vraiment pas. Dramatique en 2024. Excuse, mais On bouffer de l'herbe, quoi. Vous allez bouffer de l'herbe. voilà, ou des graines. Quand t'es naturo, bah, tu bois des tisanes, tu manges des graines. Enfin, arrêtez, s'il vous plaît, quoi. Là, Tu vois, c'est... vous êtes tous les deux devenus végétariens ou vous êtes encore. Alors, bah, je vais commencer par moi. Et, bah, moi, c'est un peu comme toi, vers 16, 17 ans. Alors, j'ai eu des choses pas très cool dans mon adolescence qui ont fait que aussi, mais ça me posait problème, ouais, de manger des animaux. Puis à l'époque, j'étais un peu comment Greenpeace, tout ça et tout. J'étais un peu militante. Moi, ça m'a passé, je suis plus dans ce truc-là, mais quoique, remarque, quoique. Mais ouais, j'ai arrêté de manger de la viande vers 16, 17 ans. Et oui, c'est un peu comme toi, je sais pas. À l'époque, pourtant, on voyait pas d'image, la 214, ça n'existait pas spécialement, mais il y avait un truc qui me gênait. Et quand tu parlais tout à l'heure, ça faisait écho parce que c'est un peu sur un plan peut-être sûrement vibratoire ou énergétique, on sentait ça, tu vois. Et puis même le goût, tout, ça me dégoûtait. Bon, dans ma famille, mes grands-parents, je me souviens de ma grand-mère, elle faisait des civets, des machins comme ça, de la viande. Mes grands-parents paternels, ils avaient une auberge, alors c'était aussi des trucs, des plats, bien. Donc quand j'étais enfant, si tu veux, j'en ai mangé de ces trucs-là. Puis je crois qu'au fur et à mesure, ça a plus du tout été possible. Mais Oui, par pas contre, ça devenir a jamais. malade si tu manges pas de viande ou si tu manges pas Ouais. de Mais trucs-là. par contre,
Ça a jamais été un problème pour mes parents et c'est vrai qu'eux aussi, ils sont quasiment maintenant, ils en mangent plus, hein, même d'ailleurs. Donc ça c'est vrai que pour ça, ça a pas été problématique pour moi. Donc c'est plutôt bien. Mais ouais, mais on parle de la viande, mais il y a aussi tous les trucs de la pêche intensive et tout ça aussi, c'est dramatique parce que les poissons aussi, ils ont un système nerveux, donc ils souffrent aussi. Donc faut pas les oublier. Faut pas les oublier non plus. Ce matin sur les bateaux là qui... Voilà. Bon, bref, ouais. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un grand, grand ménage à faire hein, dans tout ce qu'on nous a dit, on a pris pour vrai, qu'on nous a bassiné de trucs et tous ces espèces de clichés, comme tu dis, ouais, t'es naturo, tu manges des graines, tu manges de la salade, une carotte, enfin, pitié, faut arrêter, faut arrêter ça. C'est pas possible de dire d'avoir de tels clichés encore en 2024. Hein. Non. Et toi, Laurent? C'est- Moi, j'ai arrêté. Moi, tu sais, ce que j'écrivais dans le livre déjà très jeune, moi, j'étais boulimique, anorexique. Je pouvais pas. Je suis devenu un morceau de viande, ça me gênait parce que j'adorais les animaux. Mais après, c'est après quand j'ai accumulé toutes les saloperies qu'on me faisait faire dans la boucherie, là, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Je mangerai plus un morceau de viande. Et au moins, maintenant, je peux regarder les animaux en face. Enfin, je peux regarder un bœuf, je peux regarder un agneau, je peux regarder un cheval, le regarder en face et de me, euh, le remercier de me faire respirer aujourd'hui. Parce que c'est grâce à lui, finalement, que je suis sur Terre. Et, et j'en pouvais plus. Là, j'ai fait, je toucherai jamais plus. Et après, avant, comme je te dis, j'aime pas trop parler comme ça parce que c'est des choses qu'il faut pas faire, mais je pouvais pas concevoir quand j'avais un morceau de viande dans la bouche, que je pouvais pas le concevoir. Donc, et je suis devenu anorexique, boulimique, enfin la totale quoi. Mais après, j'ai tout stoppé quoi, tout stoppé. Parce que voilà, et aujourd'hui, je suis plus heureux du monde, plus heureux du monde aujourd'hui. C'est c'est un renouveau, c'est du passé. C'est ce que je dis aujourd'hui, c'est du passé quoi. Mais parfois, il m'arrive d'avoir honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Le métier de boucher, c'est un métier de croque-mort. C'est ce que je dis toujours. C'est le croque-mort. Voilà. Et, et finalement, les gens, quand ils vont chez le boucher, que ça soit traditionnel ou que ça soit dans la grande moyenne distribution, bah, ce qui se passe, que ils mangent finalement du cadavre. Voilà, tout simplement. Et, et c'est pour ça qu'avec, on en parlera peut-être après, on fera des conférences, on voudra faire des conférences, enfin, on va faire des conférences un peu partout en France où les gens pourront nous poser des questions et où on va expliquer le pourquoi la viande est très dangereuse pour la santé, pour la pollution, le coût de production économique, mais c'est la viande, c'est un produit à éviter. C'est, ouais, On dit que c'est l'industrie qui est une des plus polluantes ou la plus polluante, c'est ça ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi? Ouais. Je sais, mais je pose quand même la question, pourquoi? Parce que déjà, ça consomme énormément d'eau. Et il y a l'espace aussi. Enfin, il y a beaucoup de fausses idées aussi, dans le sens où on croit que c'est grâce à l'élevage, grâce à ci et là, qu'on a les paysages qu'on a et tout. Les paysages, ils sont façonnés par l'agriculture. Et c'est pas des paysages naturels. Donc c'est encore ça, c'est faux. Donc oui, et puis il y a les déchets, il y a les déchets des animaux, il y a aussi les déchets dans les abattoirs. Tout ça, il faut enfin en faire quelque chose. Il y a la consommation d'eau, oui, C'est énorme. Au niveau le coût de production aussi est énorme. Le coût de production, je veux dire, la viande du moment où elle est tuée, je veux dire, où elle part de chez le paysan, l'agriculteur, jusqu'à ce oui, qu'elle arrive dans l'étal. c'est ça le but. Mais alors il y a X personnes qui ont pris, je veux dire, qui ont pris le maximum de monnaie, qui ont impunément, ou en plus impunément, et en fait le coût de production est terrible, terrible. Et et c'est pour ça que il y a les transports aussi, les transports qui sont archi coûteux. Les transports, parce qu'il faut savoir qu'une viande, par exemple, je citerai pas le nom du magasin. Il y a un magasin très connu en France.
qui se targue d'être le moins cher et de vendre de la viande de chez le producteur, donc entièrement française. Or, sa viande, elle le prend chez le paysan, effectivement, chez l'agriculteur en France, où le gars, il fait, si on peut appeler ça un agriculteur, parce que il a des centaines de bêtes, hein, donc on imagine un élevage intensif quand même. À ce moment-là, ces bêtes, ils partent en Allemagne se faire désosser. Une fois qu'elles sont en Allemagne, elles repassent par la Pologne pour revenir en Belgique et revenir sur les étals français. Prouvé, j'ai même un pote qui est routier, qui a participé au scandale. Donc, je dis bravo, je vends complètement français, vous inquiétez pas. Voilà le coût de production, ça coûte très très cher. Et comme dit Sandrine, l'eau, c'est là on rentre dans les détails mais l'eau c'est énorme, énorme. Et la pollution c'est énorme, énorme. Ouais. Ah ouais, ça là-dessus. Là, comment ça s'est passé votre collaboration par rapport, parce que le premier, bah, tu l'as écrit seul. Toi, qu'est-ce que t'as apporté, Sandrine, au premier livre et comment ça s'est passé votre collaboration? Comment bah, l'écriture s'est déroulée en fait? Laurent, toi, tu avais quasiment fini presque ta partie. Ouais. Et ouais, quand il m'a proposé d'écrire dans le livre, j'ai eu envie de parler de plusieurs choses. Un petit peu de mon histoire, mon lien avec les animaux, évidemment, mon regard de naturo aussi. Donc, pourquoi les protéines animales sont absolument pas indispensables, nécessaires à votre fonctionnement humain. Donc ça, j'amène les détails dans le livre. Parce que ça, c'est pareil, on nous a bien fait croire, le lait, c'est les amis pour la vie, la viande, il faut en manger, parce que sinon tu vas pas être en bonne santé, tout ça. Donc ça, c'est ce que j'amène aussi dans le livre. Et puis, mon expérience dans la grande distribution, j'ai été aussi commerciale pendant des années. Alors, bien sûr, j'étais pas en contact avec les gens, parce que moi, je m'occupais des rayons jardin, jardinerie, tout ça, des magasins, mais je voyais le mal-être des chefs de rayon. Je le voyais à l'époque. Je voyais qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, comme des fois j'allais dans certains magasins presque une fois par mois, une fois tous les 15 jours, je tissais des liens avec certains responsables de rayon et je voyais bien, des fois ils me confiaient un peu quelques trucs et tout. Et je sentais que dans ces magasins et dans ces gens, ils faisaient surtout ça pour des raisons alimentaires. C'était pas un métier passionnant, hein, c'était pas quelque chose qui n'était pas vraiment animé par ça. Mais je le sentais, mais j'allais pas plus loin puisque moi-même, j'étais aussi dans ce système. Puis j'étais commerciale, donc il me faisait vivre. Donc, tu vois, il y a un entretien là de système l'un dans l'autre. Donc, même si j'avais pressenti ça, j'allais pas plus loin. Donc, je raconte aussi cette expérience et mon expérience aussi avec une jument, donc une jument de race trotter, puisque les chevaux sont élevés à foison pour faire des courses et tout. Et dans le monde des chevaux de course, c'est une véritable abomination, hein, ce qui se passe. Et dans les trotteurs, donc s'ils font pas les temps, s'ils n'ont pas les capacités, etc., bon, bah, à 2 ans, ils sont envoyés à l'abattoir. Et je raconte mon expérience avec cette jument Énergie Rose qu'à l'époque, donc je raconte dans le livre notre histoire. Et à l'époque, j'avais pas de sous, j'avais pas l'intention d'avoir un troisième cheval. Et puis finalement, elle est venue. Et tout s'est fait par synchronicité. Et aujourd'hui, elle est chez une amie qui la monte en liberté. Elle vit sa vie de jument. Elle a eu un poulain. Enfin, c'est extraordinaire. Alors qu'elle aurait dû finir dans les étals d'un boucher. Et ouais, cette jument, elle est vraiment un symbole. Elle est vraiment un symbole aussi, hein, de beaucoup de choses. Parce que bizarrement, l'éleveuse n'arrivait pas à l'envoyer à la boucherie. Et elle en avait parlé à une amie. Et puis moi, elle m'a tout de suite, je sais pas, elle m'a interpellée, cette jument. Et à l'époque, j'avais mis mes économies de côté. Et puis j'avais fait une cagnotte sur Internet pour essayer de la récupérer au prix de la viande, puisque l'éleveuse la vendait au prix de la viande, évidemment. Et voilà notre histoire. Donc, je parle de pas mal de choses aussi pour justement éveiller les gens à leur sensibilité. Ça, pour moi, c'est très important et aussi d'amener de la compréhension. Laurent Talla, il disait que c'est vrai que quand moi quand je l'ai lu, son livre, et quand j'ai eu envie de l'interviewer, ce qui m'a touchée, c'est aussi qu'il raconte dans son premier livre son histoire, son enfance et les traumas.
qu'il a vécu, et ce qui explique totalement pourquoi il a fait ce métier-là quelque part. Parce que aussi il a été voilà, dans l'éducation nationale, on n'est pas toujours vu à sa juste valeur. On va dire bon, allez, toi t'es pas très bon à l'école, tu vas faire un truc comme ça, basta. Et ça explique énormément de choses. Ça explique et ça explique aussi pourquoi tant de gens sont coupés de leurs désirs profonds ou de leur véritable vie, du sens de leur vie. Tout ça, ça s'explique. Et j'essaye d'amener cet aspect aussi de compréhension dans cet ouvrage. Ça m'a tenu beaucoup à cœur. Et c'est vrai que c'est super parce que c'est vraiment des sujets qui, je pense, peuvent faire évoluer beaucoup de gens. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est pas un livre comme effectivement Gilles Verdez l'avait dit, qui n'avait même pas lu d'ailleurs, en disant que c'était du buzz. C'est tout sauf du buzz, justement. C'est tout sauf du buzz. Et c'est ça qui m'a interpellée dans le livre de Laurent, le premier, c'est que justement, j'ai bien vu que c'était absolument pas un livre de buzz et qu'il mettait toutes ses tripes et tout son cœur. Et c'est tout sauf ça. Et c'est tout sauf cet aspect-là. Et ça, je trouve ça dramatique que des gens parlent effectivement comme ça dans le vide de quelque chose qu'ils n'ont même pas lu ou qu'ils n'ont même pas daigné ouvrir. Bref, c'était une parenthèse. Mais voilà, c'est tout ça que j'avais envie d'amener. Et c'est vrai que ouais, ce deuxième livre m'a permis d'exprimer ça. Et je pense qu'il y en aura d'autres, hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Mais voilà. Il y aura cette conférence que vraiment je veux mettre en place, qu'on veut mettre en place, enfin qu'on met en place sur toute la France, dans toute la France, et ça sera génial. J'aimerais revenir aussi, alors ça c'est un coup de gueule, et je profite que tu nous interviewes aujourd'hui, c'est sur ce monde des cours. Ce monde des cours, c'est voyou devant l'éternel. J'ose le dire, les gens comme le PMU, qui sont là pour faire du fric, et tous les éleveurs qui font copuler des chevaux pour qu'ils soient des champions, eh bien, je vais te dire quelque chose, Jean-Baptiste. C'est-à-dire que ils font copuler, ils ne trottent pas, comme tu disais, Sandrine. Ils trottent mal ou il fait pas les temps. Hop, direction la boucherie. Mais le pire, c'est que ces gens-là, j'en ai rencontré qui disaient comme ça, qui disaient, non, nous, on aime nos animaux. Non, t'aimes tes animaux? Ouais. Ah bah celui-là, on est obligé de s'en séparer. Hein, donc vous l'emmenez où? Bah oui, mais on est obligé de le mettre à la boucherie, on est obligé. Mais les mecs, ils le disent. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que ça continue. C'est qu'ils fabriquent de la mort. Ces gens-là fabriquent de la mort. Mais non seulement ils fabriquent de la mort, mais il y a les gens qui jouent au PMU. D'accord? Je dis rien. J'ai peut-être joué. Dans ma vie, j'ai joué. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a le droit de se repentir. Mais les gens qui jouent au PMU, qui osent regarder la télé parce que leur cheval n'est pas arrivé premier, qui disent « Regarde-moi ça, il est bon à la boucherie. Ce chien, il est bon à la boucherie. » Voilà dans le monde dans lequel on vit, dans le monde hippique. Et c'est un monde que je veux aujourd'hui combattre. Pourquoi? Parce qu'aussi en Normandie, j'ai rencontré des personnes qui recueillent les chevaux. Et en fait, c'est apocalyptique. En fait, ils peuvent pas tous les accueillir. Donc, il y en a plein qui partent, malheureusement, je vais être dur de dire ça, en saucisse de cheval, voilà. Et ça, c'est lamentable, c'est catastrophique. Ces gens-là, c'est pour l'appât du gain, encore une fois. C'est l'appât du gain, mais il faut les arrêter. Ces gens-là, il faut absolument les arrêter. Oui, c'est une prise de conscience globale parce que oui, même de mettre 5 euros, c'est quelque part, t'es coupable de tout ça, en fait, de toute ce... Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Et quand on entend dans les PMU, dans les des gens parler de ces chevaux comme ça, mais ils parlent d'une vie, quoi. Ils parlent d'un cheval qui souffre, regardez, on en parlait encore il y a dernièrement avec Sandrine. Il y a une année dans le monde hippique, mais il faut que les gens le sachent, ça. Ça fait partie de notre combat. Dans le monde, il y a une année, je sais plus, il y a une dizaine d'années, il y avait pluie, il pleuvait. Et vous savez que les chevaux, on les fait courir et puis sauter il n'y a pas une journée où il n'y a pas un cheval qui mourrait dans la course. Et il y a même un monsieur qui s'appelle Bernard Glass qui a dit une fois sur un journal hippique qui a mis « Je ne peux plus supporter cette boucherie. Jusqu'où l'être humain va aller? Jusqu'où pour le pognon vont-ils aller ?» Ils sont prêts à tout. Voilà, c'est comme
Et notre combat, oui, il est général. Mm. Il est général. Notre combat est général contre les abattoirs, la boucherie, la et toute et toute cette violation d'âme, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais bon, voilà, c'est un dur combat qu'il faut mener. Et faut le mener. Et je pense on le mènera à terme. Mm. Je pense que voilà, parce qu'il faut que les gens sachent. Et ces futures pathologies qui arrivent. Alors quand je dis, on me prend pour un idiot. Quand je dis, vous allez voir, dans 2 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, toutes les pathologies qui vont arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, demain, ah merde, j'ai un cancer. Ou alors vous avez des ignares, on les appelle les ignares, qui sont là, et qui disent comme ça, qui disent, ouais, mais on pique aux antibiotiques les animaux, je suis d'accord, mais c'est cuit. Non, mon gars, l'antibiotique, il est dans le muscle. Et même si c'est cuit, tu le bouffes. Et du moment où tu vas le manger, l'antibiotique va agir sur ton organisme. Mais ça, on s'en fout. Et les gens. Alors après, bah oui, ah ouais, j'ai un cancer. Ouais, j'ai un cancer. Ouais, et Dieu sait si autour de moi, je sais pas si c'était comme moi, Jean-Baptiste, j'entends de plus en plus de maladies. Alors les gens mettent ça sous le dos du vaccin du Covid, l'agroalimentaire, la nourriture est le taux de mortalité numéro 1 en France. Et ça va s'accélérer et il y a l'alerte rouge. Et c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour les animaux et pour les humains. Donc, les conférences un peu dans toute la France, donc ça, oui, ça serait important de le relayer. Parce qu'il y a vraiment besoin d'une prise de conscience, mais là, c'est plus que la viande, en fait, c'est complètement global. Et vous avez pensé à un film, parce que là, c'est le mot qui me vient là comme ça, parce qu'il y en a plein qui aussi permettent. Un film. Alors on a pensé, vraiment Jean-Baptiste, on a pensé, bon, cette conférence, c'est faire un spectacle, justement, un spectacle sur scène, où en fait, voilà, il y a une vraie histoire autour des animaux, quelque chose de ludique quand même pour faire rire, mais pour faire prendre conscience aussi à l'humain qu'il y a un vrai danger, et pour faire prendre conscience aussi aux enfants qui comprennent que bah, aujourd'hui on n'a plus le droit de tuer la nature. On n'a plus le droit de tuer un animal à ses plaisirs gustatifs. On n'a plus le droit de voilà quoi. Et en fait, ce spectacle, ouais, on est en train de voir. On est en train de voir parce que ça me plairait bien. Ouais, ça me plairait bien quelque chose de ludique, mais quelque chose qui en fait serait d'une véracité absolument totale. Et dans ce spectacle-là, manger de la viande, n'est pas nécessaire. Alors, il faut maintenant que ça apparaisse, je dirais, comme désuet ou comme ringard de manger de la viande, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut retourner le truc. Genre, t'es montré du doigt, oh, tu manges pas de viande, là, nana. Bah, c'est toi qui es ringard, mon pauvre. C'est toi qui es complètement désuet. C'est toi qui es hors du temps, hors sol. Tu sais, c'est ça. C'est vers ça aussi qu'il faut aller. Mais faut renverser le truc. Pour renverser toutes ces choses qu'on nous a mis dans le crâne depuis tant d'années et voire des siècles. Et tu parlais tout à l'heure des gens dans le milieu épique. Alors, moi, je l'ai fréquenté, alors pas le milieu épique, mais le milieu équestre, en tout cas dans les centres équestres où j'apprenais à monter à cheval et où j'ai fait tant de choses. Et tu disais que c'est des gens, ils disent oui, mais moi, j'aime mes animaux, je les élève bien, j'ai ci et là. Ça, c'est l'idée phare, surtout. Alors, ici dans la région, ah bah oui, mais les vaches, elles sont dehors quand même, elles sont bien, elles ont mangé, elles ont à boire, elles ont ci et là. Ça, c'est un argument qui est avancé très Souvent. l'argument de j'aime mes animaux. D'accord. Il y Alors, aura plus de t'aimes tes vaches, il y animaux. aura plus de moutons dans les prés, si oui. Voilà, Arrêtons. voilà, voilà. Et cet argument-là, c'est pareil, il est désuet. C'est pas possible. Et j'avais au début de mon magazine Aux Nature, j'avais interviewé une jeune femme qui est dans Limousin ici, qui fait de l'élevage de moutons. Et on m'avait dit, oh, tu devrais aller la voir, elle a des chevaux, elle fait des plantes médicinales, ça pourrait te parler, elle est super et tout. Puis elle a des moutons. Bon, j'ai dit, ok, je vais aller la voir. Ouais, mais tu verras, elle aime beaucoup ses animaux, elle aime beaucoup ses moutons et tout, elle les traite bien. Bon, j'ai dit, je vais y aller. Et c'était donc en 2020, ouais. Et je suis allée la voir et cette fille, elle très très sympa, où, elle m'avait fait le tour des chevaux, me montrer ce qu'elle faisait et tout.
Et là, elle m'explique, bah, tu sais, quand j'envoie mes moutons à l'abattoir, c'est moi qui les amène et je veux qu'ils soient bien jusqu'au bout. Je leur donne à manger là-bas à l'abattoir, ci et là. Mais elle me dit, par contre, quand c'est des moutons que j'ai dû enfin, que j'ai dû donner le biberon et tout ça, m'en occuper, bah, je peux pas les amener à l'abattoir. Et là, je me suis dit, punaise, il y a une dissonance quand même là. Sérieux, tu aimes tes animaux, donc il y en a certains, tu vas les choisir et tu vas les amener à l'abattoir parce que t'as pas de lien avec eux. Et il y en a d'autres dont tu t'es plus occupé, où tu as créé un lien, tu veux pas les amener à l'abattoir. Ça, je trouve que c'est une réflexion très intéressante. C'est une réflexion très intéressante. Et il y a beaucoup, je trouve, en ce moment, il y a des agriculteurs, des gens, des éleveurs qui ont des déclics, qui se disent, punaise, ou qui croisent le regard d'un animal auquel justement avec qui ils avaient créé un lien, et qui se disent, mais je peux plus faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est plus possible. Je peux plus trahir comme ça. Je peux plus. Et ils arrêtent du jour au lendemain. Il y a encore un cas là récemment. Moi, elle m'avait énormément émue, cette dame, une éleveuse pareil, à qui du jour au lendemain, elle s'est dit, mais je peux plus faire ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des associations, il y a des gens qui aident les agriculteurs comme ça, qui ont je dirais, des illuminations à se reconvertir et à faire autre chose. Et je pense à Virginia Marcus, notamment, de l'association Coexister, avec qui j'avais fait un article dans son magazine. Cette femme, elle est formidable et elle aide les agriculteurs à se reconvertir dans autre chose. Et c'est formidable parce qu'à la fois, il n'y a pas de jugement dans le sens où elle va pas juger la personne. Elle va dire au contraire, c'est génial, super, vous arrêtez. Maintenant, on va vous aider. On va voir comment on peut faire autre chose ensemble. Et ça, je trouve ça magnifique. Et cette histoire de lien. Je pense que c'est un déclic. Parce que pour moi, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs ou d'éleveurs qui sont pas bien, qui se sentent pas bien, qui osent peut-être pas voir même pourquoi ils se sentent pas bien. Parce que quelque part, ils disent, au fond d'eux, ça peut être inconscient, mais là, je suis en train de faire un truc pas cool. Il y a quelque chose qui va pas en moi. Et il y en a beaucoup qui osent pas voir aussi parce qu'il y a cette fidélité intergénérationnelle. Mais oui, mais mes grands-parents, mon arrière-grand-père, on fait ça depuis des générations, donc je dois continuer à faire ça. Il y a ce truc-là aussi extrêmement ancré. Alors ici, en Limousin, on n'en parle pas, mais de père en fils, de machin, tu peux pas trahir le truc familial. Ça, c'est très ancré aussi. Complètement, ouais. Complètement, c'est ça. Tu peux casser, c'est ça qui est très dur pour beaucoup de couper et passer à autre chose, ouais. C'est déjà, ils savent pas, il y a pas autre chose en fait quelque part. C'est comme si c'était un inconnu, c'est Et jeté dans oui, l'inconnu. Euh, ça, ils se disent, bah, qu'est-ce que je vais faire et tout. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des associations, il y a des organismes qui aident les agriculteurs à se reconvertir de manière magnifique, d'ailleurs. Et donc, tout est possible. Bien sûr que tout est possible. Et c'est comme des gens comme Laurent, c'est pas parce que tu as été boucher, c'est pas parce que tu as été éleveur, c'est pas parce que tu as fait ci, que tu pas le droit à un moment d'ouvrir les yeux et d'oser te remettre en question. Et c'est pas pour ça que tu vas être rejeté. Au contraire, on t'accueille les bras grands ouverts, hein. C'est génial. Vas-y, au contraire. Et on va remonter tout ça et on va faire autre chose. Au contraire, c'est magnifique. ouais, Moi, je trouve que justement, c'est ce qu'il y a de plus beau. justement, c'est des modèles parce ils sont pas très nombreux comme Laurent à être Mmh. sortis Oui. du système. En fait, c'est très très dur quoi. Parce qu'on dit pourquoi t'es pas sorti avant, mais c'est que t'es dans une lancée et que t'as pas d'autres portes en fait. Donc Mmh. non, c'est magnifique, ouais. C'est justement, ouais. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes d'oser faire le pas, le premier pas. Euh, quand t'as écrit là, quand t'as commencé à écrire, oui, c'était déjà la résilience, était déjà en place en fait. Ouais. Je sais pas comment toi t'as vécu ce premier livre, comment tu l'as. Bon, et puis, au fur et à mesure que au fur et à mesure que j'écrivais, bien évidemment, c'était c'était ma vie que je me posais sur papier, c'était ma vie que je laissais, Ouais. ce côté de vie qui était Mmh. inhumaine, que je laissais de côté. C'était donc à chaque phrase, tout s'éloignait. Fallait que tout s'éloigne. C'était une question, c'est malheureux de dire ça, mais presque de vie ou de mort. Il fallait que tout, euh, fallait que à chaque phrase, il fallait que ça soit un souvenir de moi. C'est Hmm. con, c'est Comme un exutoire un peu, hein. voilà, ouais. C'est pour ça que Ouais. le titre La viande et la vie là pour le deuxième est assez juste, ouais, je trouve. Ouais. Ouais. Trouvé C'est marquant Sandrine. en fait. Ouais. C'est toi qui l'as trouvé? C'est Sandrine, ouais. C'est Sandrine. Ok, bravo. Ouais. Justement, je serais intéressé là, pour les gens qui sont dans des peurs. Oui, si je mange pas de viande, moi, je sais, mais je te pose quand même la question. Qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu leur conseillerais Alors, tu veux dire au niveau des déjà, protéines, choses comme ça? oui, Parce que déjà que c'est possible de pas forcément manger de viande, en fait. Oui, c'était Mm, déjà. mm. Faut savoir que les protéines qui sont dans la viande et tout ce qu'il y a dans la viande est très mal assimilé et très mal digéré, de toute façon. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont aller à la poubelle dans ce qu'on mange, mais sauf que les poubelles, les gens, s'il n'y a pas des émonctoires qui fonctionnent bien ou s'il y a une faiblesse au niveau de l'organisme et tout, ça va rester. Donc, ça crée ce qu'on appelle les toxines, les surcharges en toxines, en toxémie dans le corps. Donc, ça peut pas s'évacuer. Donc là, à partir de là, déjà, on se dit, bon, je suis en train de m'intoxiquer, clairement. Et bon, déjà ça. Et c'est pas indispensable du tout. En plus, on nous a fait tout un pataquès sur l'histoire des protéines et tout, qu'il fallait absolument des protéines pour les muscles et machin, d'accord? Sauf quand il n'y a pas un besoin si énorme que ça de protéines. Et puis aujourd'hui, on voit très bien que même chez les sportifs, par exemple, t'en as qui sont végans et tout, et qui font des exploits et qui font des choses géniales au niveau sportif. Donc c'est pas ça la question. Tu vois, on se trompe de sujet. Et puis après, physiologiquement, manger de la viande, c'est absolument pas adapté à l'être humain. C'est souvent l'exemple le plus basique que je prends, mais est-ce qu'on a la dentition d'un lion? Est-ce qu'on a les systèmes digestifs d'un lion? Est-ce qu'on a les reins d'un lion? Ben non, en fait, on n'a rien de commun avec un carnivore qui va se jeter sur ses proies et qui va les dépecer. Donc, à moins que je sais pas, quelqu'un qui mange la viande, ben moi je vais lui proposer d'aller voir la vache là dans le pré en face et puis de lui sauter dessus, de la dépecer. Pourquoi pas? S'il y arrive, c'est super, c'est que c'est un vrai carnivore. Mais, mais s'il n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il se pose des questions. Par contre, il ira peut-être plus cueillir une pomme qu'une poire, un truc comme ça. Ça sera peut-être plus facile pour lui. Donc, à lui de voir. Tu vois, c'est une question de bon sens. Encore une fois, enfin, les gens ont été coupés de cette notion de bon sens et de choses extrêmement simples. C'est pourtant pas compliqué. C'est hyper simple de fonctionner de manière physiologique. Et puis après, les protéines, on peut les trouver dans tellement de choses. Moi, ce que j'adore, c'est les protéines de chanvre, qui sont très connues ici dans le domaine sportif. Voilà, levure maltée, des choses comme ça, des graines germées, tout ça, ça apporte tout ce qu'il faut et c'est hyper digeste, hyper assimilable et on s'intoxique pas. Donc, ouais, c'est super simple. Il suffit juste de revenir à la simplicité, au bon sens. C'est tout. Et pour vous, c'est un mythe, l'histoire de, oui, mais avant, on chassait pour manger, on chassait Ouais. des mammouths et Alors, tout. j'aborde le sujet dans le livre parce que je me suis dit quand même, faut l'aborder ce sujet-là Bah parce oui. que c'est le truc que on aime nos animaux. Ah bah oui, mais l'homme, il a toujours chassé depuis la nuit des temps. Alors, pas forcément en plus, pas forcément parce qu'il y a aujourd'hui même des études qui montrent que eh bien, l'homme mangeait plutôt des charognes ou des choses comme ça. Quand il mangeait de la viande, c'était plutôt des choses qui étaient déjà tuées par un autre animal. C'est pas lui vraiment. Après, effectivement, ouais, peut-être, il y a eu des chasseurs, mais c'était pas leur activité principale. Et il y a pas mal de choses en ce moment qui sont en train de sortir justement sur ces fausses idées du chasseur préhistorique, machin, avec son truc là. Je pense que là aussi, à mon avis, il y a des choses à revoir. Non, l'homme n'a pas survécu grâce à la viande. Et déjà, de toute manière, le milieu naturel de l'homme, c'est le milieu plutôt, on va dire, équatorial ou tropical, où il y a abondance de fruits, de racines et de tout ça dont il peut se nourrir. Aujourd'hui, effectivement, on est quand même, pour la plupart, coupé de ce milieu-là. Pour les gens qui habitent dans le pôle Nord, c'est pareil, on va me dire, ah bah oui, mais les Esquimaux, heureusement qu'ils ont la viande. Ben oui, peut-être, mais à la base, enfin, l'homme n'a rien à faire dans le pôle Nord. Enfin, c'est pas son milieu physiologique non plus. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses hyper importantes. Il faut remettre tout dans le contexte. Parce que balancer des choses comme ah bah oui, mais on a toujours été des chasseurs-cueilleurs, ça veut rien dire. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Balancer comme ça, c'est aucun intérêt. Sinon, quel serait l'idéal pour vous aujourd'hui pour qu'il y ait cette prise de conscience? Donc déjà, bah, c'est déjà une personne par une personne, mais dans les années futures, est-ce qu'il y a déjà des visions que vous avez par rapport à bah, l'amélioration de ça, de la prise de conscience surtout en fait, parce que là, je crois que c'est vraiment la prise de conscience qui est importante dans un premier temps. Je pense que la prise de conscience, elle est inéluctable. Hmm. Parce que elle est inéluctable. Ça peut pas être autrement. Et tu parlais un peu de vibrations, de choses comme ça tout à l'heure. Je pense que
il y a des choses qui se passent sur ce plan-là qui sont aussi inéluctables et que dans quelques temps, comme je te disais aussi, c'est maltraiter un animal, se nourrir de maltraitance, ça ne sera plus possible. Clairement, ça sera plus possible. Et j'en suis complètement convaincue. Ouais, complètement, oui. Oui, il y aura plus le choix, en fait. Et ça peut, Alors, il y aura ça peut peut-être, aller plus vite qu'on ne le pense, en plus, je pense. oui, je pense que ça peut aller très vite. Alors, il y aura peut-être le choix, mais ce choix, il sera sans demi-mesure. Ce choix, il sera sans demi-mesure. Ça sera pas du un petit peu, de à peu près. Ça passe ou ça casse. Bah, je pense qu'on est de plus en plus là-dedans, en fait, dans les choix qu'on fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas en effet, de moins en moins de compromis, on va dire. Oui. Le fameux compromis dont on parlait hier. Exactement ça. Le fameux compromis. Il n'y a Et plus la place au cette côté de compromis. trancher, vraiment, c'est le cas de le dire. Oui, en plus, c'est dans de vraiment trancher de là où on a envie d'être, ouais. De trouver ce Exactement. positionnement, ouais. 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 Ah ouais. Ah, c'est chouette parce que Ouais. tu résumes exactement notre conversation d'hier. Tu vois, tes mots là, donc il y a un alignement entre nous, toi. Ouais, excellent. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, mon rêve, tu vois, c'est Jean-Baptiste, c'est que le flexitarien ne mange plus de viande, le viandard commence à se remettre en question, et dans tous les cas, je leur souhaite en aucun cas du mal. Tu le sais très bien, à personne, parce on est tous des humains, on a tous une âme, on a tous un cœur qui saigne, on a tous le même sang. Mais je leur souhaite pas de mal, mais simplement, je leur dis simplement aux viandards de faire très très attention à leurs enfants, à leurs parents, parce que une maladie aujourd'hui, et je ne le souhaite pas, je le souligne en rouge, arrive vite. Parce que vu ce qu'ils ont dans l'assiette, même s'ils rigolent contre les végétariens, contre les végans, qui se disent, ouais, voilà, c'est des bouffeurs d'herbe, eux, en étant les bouffeurs de la mort, ils peuvent se retrouver un jour dans une chambre d'hôpital et bien plus. Et c'est l'alerte rouge. Et ce deuxième livre, avec Sandrine, on a voulu vraiment, 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 vraiment tirer l'alerte, tirer l'alarme. Oui. Tirer l'alarme. Il faut tirer l'alarme aujourd'hui. Mais aussi amener des solutions. C'est-à-dire que, et moi, c'est ça qui est important aussi, c'est que oui, on dit les choses telles qu'elles sont, surtout toi dans ta partie et tout, même si tu amènes des solutions, mais l'important aussi, c'est d'amener, ah ben oui, mais comment on fait alors? Comment on fait si, ce que tu disais là, comment on fait si je mange plus de viande? Comment on fait si et là? On amène des solutions. Et il y en a plein des solutions. Il y en a plein. Il y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impasse. C'est pas vrai, c'est faux. Archi faux. Et en plus, t'es bien placé pour les donner. En plus, tes solutions. C'est vrai que, ouais, et puis en plus, moi, je l'ai vécu, comme je disais au début, dans mon corps, hein, finalement, qui s'est remis à fonctionner de manière complètement normale et physiologique à partir du moment où j'ai changé des choses en moi, où j'ai changé mon mode de vie, où j'ai changé mon alimentation et tout ça. En 6 mois, 1 an. Je veux dire, alors que ça faisait plus de 20 ans que je me traînais tous ces trucs. Et c'est pas un miracle, hein, c'est juste du bon sens et revenir à un minimum de fonctionnement normal. Le bon sens, toujours, oui. Oui, complètement, oui. Et oui. Voilà, Jean-Baptiste. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'est intéressant. Donc, j'espère que les auditeurs vont apprécier. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà, j'aime pas le mot convaincus, mais déjà, oui, sensibilisés. Ouais. Mais ça peut leur permettre aussi de sensibiliser peut-être autour d'eux. Et puis d'être aussi pas des témoins, mais aussi comment on appelle ça, ce que tu disais? Des porte-paroles. Des porte-paroles. Oui, puis même juste, oui, déjà, moi, je mange pas de viande, je suis en bonne santé. Bon, ça peut être aussi en disant, bon, oui, Oui. oui, En très bonne santé. bonne Et santé. alors, Laurent, juste pour finir, tout à l'heure, il a dit oui, mais alors depuis que j'ai fait le premier livre, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Moi, je trouve c'est pas vrai. Son premier livre, il a été diffusé énormément et il y a beaucoup de gens, une personne qui se sont dit ah oui, effectivement. Oui. Et comme tu dis, quand c'est transmis, une personne va transmettre à l'autre et va éclairer, etc. On se dit mais il y a des gens qui ont lu son livre et qui sont devenus végétariens. Tu vois, il y en a plein des comme ça. Ah oui, on le voit sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Et oui. C'est vrai si tu regardes
les témoignages qu'il y a en dessous de toujours mon post ou toutes les émissions que j'ai fait, ou même la vidéo YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus, oui, c'est vrai, végétariens. Oui. Euh, Donc c'est un premier pas. ouais, notamment, je le dis, même mon avocat, parce que je suis au prud'homme, justement, cette question me remballe avec mon dernier employeur, ça fait quand même, voilà, et qui est devenu aussi, lui, voilà, qui était très touché par l'histoire. Voilà. Ah, merci Sandrine, merci Laurent. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode riche en émotions et en réflexions. Ensemble, Sandrine Bureau et Laurent Richier nous ont offert un témoignage puissant, mêlant résilience personnelle, engagement pour la vie et appel à une prise de conscience collective. Leur ouvrage, La viande ou la vie aux éditions VA, est bien plus qu'un livre. C'est une invitation à repenser notre manière de vivre, de consommer et surtout de nous reconnecter à l'essentiel. Si cet épisode vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à partager autour de vous, à explorer davantage leur travail et pourquoi pas, à amorcer votre propre chemin vers une vie plus alignée avec vos valeurs. Restez connectés pour de nouveaux épisodes où d'autres voix inspirantes viendront à leur tour illuminer la magie des rencontres. Merci de votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble. Ce voyage vers l'enchantement. Prenez soin de vous.